Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le foot normand. Le débrief, la suite, la deuxième partie de ce 21e épisode. Bonjour ou rebonjour si vous nous retrouvez avec Radio VFM et Foot Normand. Évidemment, dans cette deuxième partie, il va aussi être question du derby normand, mais cette fois-ci côté Havrais. Forcément, ça va être un petit peu moins joyeux. On va continuer à en parler avec Mathieu Billot de Foot Normand. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Le hack qui, c'est ce que vous dites Mathieu ce matin, a inventé un nouveau concept, c'est celui d'avoir la gueule de bois, mais sans avoir bu une seule goutte d'alcool. Ce derby remporté effectivement par le Stade Malherbe de Caen, 4-2, c'était samedi à Océane. On en parle dans cette deuxième partie qui commence maintenant. Mathieu, quel derby incroyable. On l'a dit déjà dans la première partie, évidemment, on a longuement parlé de la victoire caennaise. On va maintenant parler de la défaite, évidemment, des Havrais. On rappelle brièvement quand même ce scénario incroyable. Mathieu, on a quand même rarement connu des derbys avec autant d'émotions, autant d'effervescence, autant de rebondissements aussi sur le terrain. Autant de buts, tout simplement. Voilà, donc Caen avait ouvert la marque juste avant la mi-temps par Nuno da Costa, suite à un corner, je pense qu'on va en reparler un petit peu plus tard, un corner qui était évitable, on pourrait dire ça. Voilà, le Havre est revenu au score grâce au revenant un petit peu de Jamal Thiaré à 20 minutes de la fin, et là c'est parti un petit peu dans tous les sens avec un Stade Malherbe qui a repris l'avantage suite à un penalty de Jesse Deminguet, on y reviendra aussi. Benjamin Janot qui a fait le break, là il restait plus que quelques minutes, on a cru que c'était terminé. Il y a une erreur d'Ibra Cissé qui a permis à Mathis Ablin de relancer le suspense, mais ça n'a pas duré longtemps, parce que de l'autre côté, Mathieu Gorgelin, qui avait pris le relais de Yaya Fofana touché, c'est un peu troué, c'est même un peu beaucoup troué, et donc il a offert sur un plateau le but du 4-2 à Jesse Deminguet, et donc au final une victoire de Malherbe. Et on va en parler évidemment de cette défaite havraise avec notre invité dans cette deuxième partie. Il est journaliste à Paris-Normandie, il suit évidemment l'actualité des Ciels et Marines. Benoît Donquel est avec nous. Salut Benoît. Salut Christophe, salut Mathieu, salut à tous. Merci d'être avec nous Benoît. On a quand même l'impression que l'équipe de Paul Le Guen est un peu passée à côté de son sujet lors de ce derby, particulièrement en première période. Ouais, tout à fait. On pouvait quand même espérer voir des Havrais un petit peu plus toniques, un petit peu plus saignants, un peu plus audacieux. Notamment, oui, en première mi-temps, où on a eu le sentiment que les Havrais n'étaient pas du tout dans le coup. Il y avait du monde, alors même si techniquement, selon moi, il n'y a pas photo entre une équipe de Caen qui est largement au-dessus du Havre actuellement. En termes d'intensité, on pouvait quand même espérer voir des Havrais mettre le feu d'entrée de jeu. Résultat, les Havrais ont fait ce qu'ils font depuis des semaines, voire des mois, c'est-à-dire ronronner dans le jeu, tourner en rond et finalement ne pas proposer grand-chose. Il y a un petit peu cette ouverture du score, on y faisait brièvement référence en début d'émission. Donc ce corner de Yohan Cour pour cette tête de Nuno da Costa, mais c'est plutôt comment le corner a été concédé qui interpelle un petit peu, avec cette amorti poitrine d'Ismaël Boura que Yaya Fofana ne peut reprendre. Donc un Yaya Fofana visiblement diminué, il est sorti dans la foulée. Il y avait eu un choc assez costaud avec justement Nuno da Costa quelques minutes avant, mais c'est vraiment donner le bâton pour se faire battre quand même, on a envie de dire. Ouais, tout à fait. Il y a eu la poitrine, mais il n'y a pas eu l'amorti. Donc voilà, le Havre et notamment Boura qui n'y est plus depuis un petit moment. Boura concède bêtement ce corner, et puis derrière da Costa peut tranquillement reprendre dans la tête. J'ai pas revu les images, mais il me semble qu'il n'y a pas grand monde qui vient lui contester le ballon dans les airs. Non, il n'y a pas grand monde qui saute, non, effectivement. Voilà, exactement. Donc ça fait 1-0 pour Caen, c'est pas volé parce que sur la première mi-temps Caen est au-dessus. Et puis on peut pas oublier non plus que juste avant la pause, Mendy était à quelques millimètres seulement de faire le break. Cette balle qui tape le poteau. Donc non, logiquement Caen l'a emporté, même s'il y a eu un semblant de révolte havraise en deuxième mi-temps. Ouais, justement tu y fais référence, les rentrées. Alors il y a eu Jamal Thiaré quasiment sur son premier ballon qui égalise. À ce moment-là, quand même, Caen était quand même moins serein dans le jeu par rapport à la première période, et on s'est peut-être dit pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que là, pour le coup, le stade a commencé à s'enflammer un petit peu. Alors c'est un moment où le match commençait aussi à partir dans tous les sens. Il y avait des cartons qui sortaient de partout. Je trouve d'ailleurs, les Havrais ont tapé un peu sur l'arbitrage, mais je trouve que l'arbitre a été très très moyen des deux côtés.
un match à 13 ou 14 avertissements alors qu'il n'y a pas eu une seule échauffourée, il n'y a pas eu un seul très mauvais geste. Je trouve que voilà, c'était un peu généreux entre guillemets de la part de l'arbitre. Maintenant, effectivement, on pouvait espérer que le Havre pousse un petit peu plus. À l'arrivée, il n'y a pas eu non plus beaucoup d'occasions derrière ce but de Thierry. Tu faisais référence, c'est vrai que ce soit Paul Le Guen ou Alexandre Bonnet qui sont passés en conférence de presse, ont évoqué l'arbitrage de monsieur Mathieu Vernis. Bon, il y a 2 faits de jeu qui sont pointés par les Ciel et Marines. Donc, une main de Franklin Wadja au départ de l'action qui débouche sur le penalty transformé par Jesse Deminguet. Donc, la main est située au milieu de terrain. En fait, Franklin Wadja tacle pour récupérer le ballon. Et donc, au moment du tacle, le ballon lui touche la main. Factuellement, il y a main. On ne peut pas leur enlever ça. Et il y a aussi, peut-être, effectivement, qui est d'ailleurs peut-être plus sujet à caution de mon point de vue, un penalty qui aurait été oublié à 2-1 pour Caen sur un tirage de maillot sur Isaac Touré, qui est, c'est vrai que vu des tribunes, on l'a vu en tout cas, donc il était assez voyant. Est-ce que selon toi le HAC a raison de s'estimer lésé par l'arbitrage, parce que c'est ça qu'il a fallu comprendre dans les propos, que ce soit du coach ou du capitaine du HAC? Effectivement, il y a 2 faits de jeu qui peuvent laisser planer un certain doute. Maintenant, si on veut être totalement objectif du côté du Havre, je crois que Thierry, sur l'égalisation, est en position de hors-jeu, si je ne me trompe pas. Donc voilà, moi je trouve que l'arbitre a été plus pénible que mauvais en défaveur des Havrais, même si effectivement il y a cette main avant ce fameux penalty et cette fameuse expulsion du pauvre Nseke qui faisait ses grands débuts en Ligue 2. Alors forcément, Benoît, cette défaite, elle tombe mal pour le club doyen qui avait choisi ce derby pour lancer les festivités de ses 150 ans. La fête a quand même été un peu gâchée samedi, Benoît. Totalement. Pour le coup, le public a vraiment répondu présent. 18 600 spectateurs au stade Océane, on n'avait jamais vu ça pour un match du HAC. Je pense qu'on n'est pas prêt de revoir ça sur les quelques prochaines années. Il y avait un risque, forcément, mais voilà, selon moi, fallait le prendre. C'était le jour, c'était un samedi après-midi. C'était Caen, donc un match forcément un peu particulier. Effectivement, c'était le jour idéal pour, en tout cas, lancer les festivités. Maintenant, il y avait un risque que l'équipe passe au travers. Mais ce risque, en fait, tout le monde le connaissait, parce que ça fait des mois que le Havre, et voire des années que le HAC au stade Océane piétine, que le HAC n'offre pas un grand spectacle à son public. Donc il y avait effectivement un risque que ça tourne mal sportivement. D'autant que le HAC là est dans une spirale vraiment sombre sur cette phase retour. Je crois que Sol QRM et Rodez pour le moment affichent un bilan plus dramatique. Donc en interne, le boulot a été fait. Au niveau de la com, etc., le boulot a été fait pour que la fête soit belle. Maintenant, sur le côté sportif, je pense que les salariés qui sont dans les bureaux ne pouvaient pas tout maîtriser. On va dire justement un petit mot quand même de ces supporters. Donc, comme on l'a dit, il y avait plus de 18 000 spectateurs, mais on a envie de dire qu'il n'y avait pas par contre 18 000 supporters. Parce que malgré toute l'énergie déployée notamment par les Barbarians, il y avait eu notamment un cortège en avant-match où ils étaient arrivés, qui était assez chouette à regarder d'ailleurs. Il y a toujours ce noyau de fidèles, de durs, qui sont présents eux à tous les matchs. Ils n'ont pas réussi, ou les autres n'ont pas voulu, je ne sais pas comment on peut dire, à les entraîner. Alors il y a eu du mieux en seconde période, effectivement, quand le match s'est emballé. Mais sinon, on a l'impression qu'à part ce noyau dur de Barbarians là, qui tente tout ce qu'il peut, les autres sont plus spectateurs que supporters, véritablement. Et c'était un petit peu dommage quand même pour ce jour de fête. C'est-à-dire qu'on passe de 4000 spectateurs en moyenne ces dernières semaines à 18 600. Ça veut dire que pour l'occasion, il y a des gens qui ne sont pas venus au stade Océane depuis très très longtemps. Des gens qui aiment toujours le club, mais qui ont perdu cette passion parce qu'il ne se passe rien. Donc finalement, le noyau dur du COP a tenté, mais c'était avant tout, je pense, au Havre d'entraîner le public, d'entrée de jeu. Et à l'arrivée, comme je le disais tout à l'heure, le HAC a fait du HAC, c'est-à-dire le HAC a ronronné. Il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait pas de vitesse, il n'y a pas eu de réelles occasions en première mi-temps. Bref, le public s'est ennuyé. Le public, alors plus nombreux, certes, mais encore une fois, le public s'est ennuyé. Là, c'était l'occasion de séduire à nouveau des gens qui ne viennent plus, peut-être d'en séduire d'autres qui pour la première fois venaient. Et à ce niveau-là, c'est totalement raté.
Bon, il n'y avait pas que les supporters qui avaient perdu l'habitude de voir 18 000 personnes à Océane. Visiblement, il y a aussi les autorités parce qu'il y a quand même eu des grands moments au niveau de la circulation, que ce soit pour accéder au stade ou pour en ressortir. Faudra faire mieux si ce qu'on souhaite demain, le Havre venait à monter en Ligue 1. C'était quand même un peu compliqué. On a même vu certains de nos confrères, Mathieu, abandonner la voiture au bord de la Nationale pour finir à pied, de peur de ne pas être rentré dans le stade au coup d'envoi. Ouais, ça pose ça. Vas-y, Mathieu. Non, j'allais dire, je sais pas, nous on est arrivé avec Benoît, on est arrivé à l'heure, donc on n'a pas eu ce problème-là, donc voilà. Vous avez qu'à partir à l'heure aussi, les gars, sans déconner. Benoît est venu en trottinette en même temps. C'est ça, c'est l'avantage. Faut bien avoir des avantages à être local quand même, hein, donc. Ah, mais je crois que oui, ça peut poser problème, ou ça posera problème le jour où il y aura une affluence moyenne qui tournera entre les 13, 14 ou 15 000. Maintenant, effectivement, comment organiser la chose, je ne sais pas. Je sais que, en revanche, une fois rentré dans l'enceinte, aux abords du stade, tout s'est bien passé. Bon, ça s'est bien passé parce que pour une fois les portes étaient ouvertes 3 heures avant le coup d'envoi, donc voilà. Il n'y a pas eu de vrais bouchons aux portes d'accès du stade. Maintenant à l'extérieur, là j'avoue, je suis un peu comme Mathieu. Moi j'ai l'habitude d'arriver à l'heure, donc j'ai pas ce genre de problème. Ouais, et moi je peux préciser, comme on était là effectivement en avance pour suivre un peu toutes les festivités en avant-match, que c'est vrai que tout autour du stade, sur le parvis qui entoure un petit peu le stade d'Océane, c'était très très bien organisé, c'était nickel, il y avait pas mal d'animations et tout. C'était à ce niveau-là, c'était chouette, la circulation était fluide et tout, c'était plutôt sympathique. Bon, ça rapporte pas de points, mais c'était bien fait. Mais c'était malgré tout bien fait. En parlant de points, Benoît, on y fait référence, cette phase retour, elle est compliquée, comptablement parlant, pour les Havrais. Donc 9 points sur 33 possibles, simplement. 2 victoires, 3 nuls, 6 défaites. Tu le disais, QRM, Rodez qui font pire. Qu'est-ce qui se passe Je crois qu'on peut ajouter 18 buts encaissés en 11 matchs retour, sachant que sur la phase aller, si je ne me trompe pas, le HAC en avait concédé 13. Ouais, c'est exactement ça, Benoît. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe un petit peu comment expliquer qu'une équipe, alors c'était pas du football champagne en première partie de saison, on va pas raconter n'importe quoi, mais c'était efficace, c'était solide, ça rapportait des points. C'est quoi? L'équipe était en sur-régime. La Paul Le Guen, ça fait 2-3 conférences de presse qui pointent le changement de comportement un petit peu, qui serait peut-être lié aussi au mercato. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que ça... Bon là c'est vraiment, aujourd'hui si le championnat avait commencé le 1er janvier, ce serait 18e le classement du HAC, ça serait quand même pas brillant. Qu'est-ce qui se passe pour passer d'un visage à un autre de manière aussi radicale? Je crois que effectivement Paul Le Guen pointe un peu du doigt ce mois de janvier, ce mois de mercato qui a été compliqué, mais on a le sentiment qu'il n'y a qu'au HAC, que c'est toujours compliqué. Effectivement quand on fait le pari de lancer des jeunes dès le début de la saison, si ces jeunes commencent à flamber un petit peu, et c'est l'idée, effectivement, dès le mois de janvier, ils vont être sollicités, mais ça, on le sait, ça se passe au Havre et ça se passe dans tous les autres clubs. Donc, faut pas se retrancher derrière ça, faut pas se retrancher non plus derrière la jeunesse de l'effectif. Il y a eu le pari de la jeunesse, ça a fonctionné sur la première partie de saison. On pouvait penser que les jeunes allaient finalement progresser, et pour beaucoup d'entre eux, soit ça stagne, soit ça régresse. On a par exemple totalement perdu Abdoulaba, qui est un des grands espoirs du club, et qu'on ne voit plus ou peu, et quand on le voit jouer, il passe toujours au travers. On a un Richardson qui tire un petit peu la langue, là, effectivement. Je dirais que la seule vraie satisfaction chez les jeunes sur la durée, alors il a peut-être un peu moins joué que les autres, c'est Sanganté, parce qu'il n'a pas le même talent. Mais en tout cas, il affiche un réel sérieux, une réelle régularité lorsque Paul Le Guen fait appel à lui. Après, il y a eu aussi ce mercato d'hiver qui a été selon moi dramatique. Dramatique. Le départ de Boutaïb, alors j'avoue, j'étais pas forcément très fan du joueur, mais quand on voit les stats qu'il affiche au Paris FC, on se demande ce qui s'est passé lors de son passage au Havre, où il était quasiment transparent dans la finition. Mais il était précieux dans le vestiaire, et les joueurs, lorsqu'ils ont appris que le HAC lâchait Boutaïb, de plus pour aller dans les rangs d'un adversaire qui était direct à l'époque, le message a été désastreux au sein du vestiaire. On sait que Fernand Mayembo l'a très très mal pris. Alexandre Bonnet, on a remis une petite couche avant le match de Caen au point presse, et ça je pense que ça a été un déclic, mais dans le mauvais sens, parce que certes, le petit Ablin sera très très bon, mais lorsqu'au club,
on insiste et on dit que lors du mercato d'hiver, on va jouer la carte à fond parce qu'on est 6e, parce qu'on n'est pas loin de la 5e place, et qu'on laisse partir Boutaï pour aller chercher un jeune qui n'a que 7 apparitions en Ligue 1 et 7 petits bouts de match, il y a quelque chose de totalement incompréhensible. Et je crois quand même qu'au niveau des joueurs, le groupe a pris un petit coup de bambou quand même. Ouais, Benoît, ce derby est joué, il a été perdu. On a envie de dire maintenant, quel avenir pour le Havre, parce qu'il y a un championnat effectivement à terminer, les Havrais sont toujours 6e, mais à ce rythme, on va pas se mentir, ça va pas durer longtemps, et on se dit que la fin de saison du moins pourrait bien être longue. Ouais, je pense que ça va pas durer longtemps parce que alors c'est peut-être pas flagrant, mais moi j'ai quand même l'impression que les joueurs décrochent. Et puis voilà, Paul Le Guen s'appuie actuellement sur un effectif où il y a 3 joueurs prêtés, donc ils vont repartir dans un mois et demi, 2 mois dans leur club respectif. Il y a des jeunes qui ne demandent qu'à partir et à rejoindre des clubs bien plus huppés. Il y a 6, 7, voire peut-être 8 fins de contrat. Pour le moment, aucune discussion n'a été engagée avec aucun des joueurs en fin de contrat. On sait que déjà Fofana est parti puisqu'il a signé à Angers. Donc il y a un énorme chantier qui s'annonce. Il va falloir quand même essayer de finir, je dirais dignement ce championnat parce qu'effectivement c'est miracle que le Havre soit encore 6e. Mais ça revient fort derrière et en 2-3 journées, le Havre peut très bien se retrouver 12e ou 13e. Ce qui, à mon avis, ne serait pas une mauvaise chose parce que en finissant le championnat 6e, la direction dira encore que la saison finalement n'a pas été si mauvaise que ça, que le Havre est juste derrière les 5 cadors, qu'il n'a pas manqué grand-chose. Alors que là, ça va être quand même l'occasion l'été prochain de repartir sur une feuille blanche et peut-être d'insuffler enfin une vraie dynamique. C'est ça justement l'objectif là, que le Havre et sa direction doivent se fixer, c'est repartir sur une feuille blanche, c'est réamorcer un nouveau cycle du coup avec parce que c'est vrai que là on se demande à quoi va ressembler l'équipe du HAC la saison prochaine avec c'est effectivement les retours de prêt, les joueurs en fin de contrat, les jeunes qui ne reste plus qu'un an de contrat pour certains, donc on sait très bien qu'à ce moment-là vous avez plus la main, donc vous êtes quasiment obligé de les céder, sinon ils partent gratuitement et malheureusement le Havre a souvent été victime de ce phénomène-là. On se demande à quoi elle va ressembler l'équipe la saison prochaine un petit peu là. J'avoue que tout le monde se demande, même en interne. Tout le monde se demande parce que à chaque mercato, lorsqu'il faut aller chercher des joueurs, on nous dit que les dossiers sont compliqués. Je me souviens même que l'été dernier, le Havre était sur des joueurs qui disputaient avec leur club les préliminaires de Ligue des Champions. Il fallait attendre que ces préliminaires-là soient terminés pour pouvoir les recruter. Résultat, durant l'été, Sol Badé a signé un prêt du PSG. Il a fallu attendre le dernier jour du mercato d'été pour enregistrer l'arrivée de Papi Nouba qui arrivait de Niort, et selon moi Niort ne fait pas encore les préliminaires de la Ligue des Champions. Et le mois d'octobre pour se faire prêter Boura en qualité de joker. Donc ce sont toujours des dossiers compliqués. Le Havre est toujours un petit peu à droite à gauche, et à l'arrivée il faut que quelqu'un prenne le téléphone pour demander à son copain de Rennes ou à son copain de Lens ou à son copain de Paris s'il n'y a pas un joueur à se faire prêter. Donc moi je suis très inquiet parce qu'en termes de recrutement, alors certes là les prêts sont pas mauvais, même si Bois a décroché. Baldé peut-être un peu moins saignant, mais il faut pas oublier qu'il découvre aussi la Ligue 2. Mais lorsqu'il faut aller chercher des joueurs hors prêt, le Havre est vraiment très inspiré. Donc, et là, il va falloir un paquet de joueurs parce que, encore une fois, c'est un grand chantier qui s'ouvre. Je sais que tu vas pas être forcément d'accord avec ce que je veux dire. Enfin, je vais répéter l'argument un petit peu de la direction qu'on entend. La direction qui sous-entend grosso modo qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire plus. En tout cas, c'est ce que je comprends à travers les déclarations de ces dirigeants. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Grosso modo, ils sous-entendent qu'ils sont au taquet, quoi. Ils sont au taquet. Alors oui, moi je sais qu'il y a. Alors c'était avant le Covid, mais bon, on va pas se retrancher derrière le Covid parce que tous les clubs ont traversé cette crise. Le président Volpe m'avait dit ce n'est pas un problème d'argent, ou l'argent n'est pas un problème. Je sais plus comment il l'avait tourné. Donc en gros, il y a une petite enveloppe quand même, quoi. Voilà. Le président Volpe m'a aussi plusieurs fois dit qu'il n'avait jamais refusé un joueur à un entraîneur. Alors si Paul Le Guen reste très très discret là-dessus, je sais qu'avant Paul Le Guen,
pas mal de joueurs ont été refusés parce que c'était trop cher. Et là, aujourd'hui, on est dans une politique où il faut tous les ans réduire la masse salariale. Alors là, je pense qu'au niveau de l'effectif pro, la masse salariale a fondu, puisque Ersoy, qui faisait partie des plus gros salaires, a été transféré à Gaziantep en Turquie. Meras, qui faisait partie des plus gros salaires, est parti à Beşiktaş. Boutaïb, qui avait un bon salaire, est parti au Paris FC avec en échange 250 000 euros plus 200 000 si le Paris FC monte. Ben Mohamed a été blessé, a été prêté en Turquie la saison dernière, en deuxième partie de saison. A été blessé, donc je sais pas trop comment ça se passe, mais je suppose que la Sécu paye une partie. Donc jusqu'où le président Volpe va réduire la masse salariale, sachant que beaucoup de jeunes ont intégré l'effectif et qui sont très loin de faire partie des gros salaires. Donc à un moment donné, c'est soit on agit, on investit, et puis on repart sur de nouvelles bases, soit il faut s'attendre à une saison prochaine compliquée, parce que n'oublions pas qu'il y aura 4 descentes directes de Ligue 2 en nationale. Ça va concerner une bonne dizaine d'équipes jusqu'à 6-7 journées de la fin, et qu'il ne s'agirait pas que le Havre se plante dans son recrutement et dans son début de saison. Ouais, Benoît, juste rapidement pour finir, au-delà des mouvements auxquels il faut s'attendre au sein de l'effectif, on les évoquait, il n'y aura pas de révolution, que ce soit au niveau de la gouvernance, du staff ou même de la direction, on pense à Pierre Ventier, il n'y aura pas de révolution particulière en interne ? C'est pas prévu. C'est pas prévu. Je pense que le président Volpe est très très content d'avoir Paul Le Guen à la tête de l'effectif pro, parce que Paul Le Guen c'est un nom, Paul Le Guen c'est quelqu'un qui présente bien, Paul Le Guen c'est quelqu'un de cultivé, d'intelligent, qui va aller discuter avec tout le monde, même avec les sponsors, etc. Mais encore une fois, je me dis pourquoi prendre Paul Le Guen en Ligue 2 si c'est pour lui offrir si peu de moyens humains pour que le club puisse enfin franchir un cap. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Paul Le Guen est sous contrat jusqu'en 2023, donc je ne suis pas persuadé que Volpe l'arrête avant. Je pense qu'il ira au bout du contrat, à moins que Le Guen décide, lui, d'arrêter. Mais je pense pas. Eh ben on suivra tout ça. Merci infiniment Benoît Donquel, journaliste Paris-Normandie, grand spécialiste des ciels et marines, d'avoir été l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. On peut suivre évidemment l'actualité du hack sur les réseaux sociaux, via votre journal aussi bien évidemment. On rappelle que les Havrais, lors de la prochaine journée, alors elle sera disputée le samedi 2 avril, Mathieu, la 31e journée, trêve internationale oblige. Le Havre sera en déplacement à Pau ce soir-là à 19h. Dans le même temps, Caen accueillera Dunkerque et QRM recevra le FC Sochaux. Merci infiniment encore une fois Benoît, et à très bientôt. Merci, au revoir. Petite pause le week-end prochain, effectivement, Mathieu, au niveau de la Ligue 2. Et puis, on reparlera du Stade Malherbe de Caen, du Havre et de QRM, donc dans 2 semaines. Tout à fait. Après la petite trêve. Exactement ça. Merci infiniment d'avoir été fidèle au débrief Ligue 2, puisqu'on est revenu en long, en large et en travers. On ne pouvait pas faire mieux sur ce derby normand, on a tout évoqué. Mais le débrief, c'est pas fini, puisque vous en avez pris l'habitude désormais. 3e partie consacrée au foot en région, avec ce coup de projecteur aujourd'hui sur le club de Passy-Ménil. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand.